il veut négocier, le président américain. C'est pour ça, parce qu'en fait, là, on était dans l'attente. Les Européens étaient en train de négocier avec les Américains. Et les Européens disaient même hier que ça y est, c'était presque prêt, les négociations étaient presque conclues. Et voilà ce qui se passe, cette lettre à Ursula von der Leyen. Oui, donc on n'est pas vraiment dans une logique de négociation, on est plutôt dans une logique qui relève de ce qu'on appelle l'unilatéralisme, qui est cher à Donald Trump. C'est sa marque de fabrique en matière diplomatique, dans tous les domaines, y compris commercial, et donc il fait prédominer une logique de rapport de force, où il impose sa volonté, qui se traduit en chiffres cette fois-ci, et qui va mettre les Européens face d'abord au fait accompli, mais aussi face à la nécessité de réagir. Et sous quelle forme ? Et là, l'enjeu dont on a tous conscience, c'est de savoir ou de pouvoir répondre par une voie unique, alors que les intérêts des Européens, c'est-à-dire des États membres de l'Union européenne, ne sont pas véritablement exactement les mêmes en fonction des secteurs, en fonction des produits. Oui. Et donc ça va être ça qui est très difficile dans la réponse à cette guerre commerciale que vient de lancer Donald Trump. Nous sommes avec également François Chollet. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes économiste et président de Montségur France et spécialiste des marchés financiers. Merci beaucoup d'être avec nous. Pas plus tard qu'hier, le porte-parole de l'exécutif européen, c'est Olaf Gil. Il disait: de notre côté, nous sommes prêts. Voyons ce qui se passe quand nos amis à Washington se réveillent dans quelques heures. On a vu ce qui se passait. C'est cette lettre envoyée par le président américain. Et c'est 30%. Comment on peut lire cette lettre qui est envoyée aujourd'hui alors qu'apparemment, c'était prêt du côté de l'Union européenne ? Alors, du côté des marchés, le signal est extrêmement mauvais. Il ne faut pas se tromper. On attendait que l'Europe trouve un compromis. Et ce compromis n'étant pas trouvé, on a eu un report. Ce report, il est fixé au 1er août pour des négociations qui n'ont pas encore abouti. La menace était initialement à 50%. On pourrait se réjouir de 30%, mais soyons clairs, 30% est un taux qui n'est pas supportable pour l'économie européenne. Et donc, nous avons tout intérêt à trouver un accord qui se rapproche le plus possible de ce que nous avions auparavant ou de ce qu'ont obtenu, par exemple, les Anglais à 10%, puisque c'est le niveau minimum auquel on peut s'attendre. Et donc, pour les marchés, c'est un très mauvais signal, mais c'est un signal qui témoigne simplement d'une petite mise sous pression de l'exécutif européen pour amener une solution rapidement qui soit peut-être un peu moins favorable à l'Europe. Donc c'est dans ce sens-là qu'il faut lire ce communiqué. Encore une fois, je le répète, je ne pense pas que ce soit le tarif qui soit appliqué à compter du 1er août. En revanche, si c'était le cas, ce serait une très mauvaise nouvelle pour l'économie européenne. Voilà, donc en quelque sorte, on a 15 jours pour négocier, avancer beaucoup dans ces négociations, parce qu'effectivement, ce qui était sur le papier, selon des sources diplomatiques, les grandes lignes de l'accord, c'était actuellement que les négociations porteraient sur des droits de douane américains de 10% sur les importations européennes, avec plusieurs exceptions. Visiblement, ça ne convient pas à Donald Trump, qui le répète, on va peut-être le voir dans cette citation. Il dit seulement 30%, parce que ça ne suffirait pas de toute façon à éliminer le déficit commercial des États-Unis. Voilà cette citation. Veuillez comprendre que ce taux de 30% est bien inférieur à ce qu'il faudrait pour éliminer le déficit commercial que nous avons vis-à-vis de l'Union européenne. Et c'est quelque chose qui l'obsède, Donald Trump. François Chollet. On peut toujours discuter des échanges commerciaux entre les États-Unis et l'Europe. Ils sont en effet extrêmement défavorables pour les États-Unis sur la matière industrielle. En revanche, sur la matière des services, l'Europe importe beaucoup de services américains. Et donc, on a tout à fait les moyens en Europe aujourd'hui, avec également un arsenal juridique, de venir apporter la contradiction à cette négociation. Simplement, Donald Trump, dans cette phase, nous presse et essaie de nous presser à la fois pour obtenir un accord dans une échéance raisonnable, puisqu'on a un peu fait tarder, et puis peut-être dans des conditions qui lui soient plus favorables que ces 10% auxquels les Européens s'attendaient tranquillement, en espérant rester à ce niveau sans être trop chahutés. Mais il faut bien comprendre que Trump va au-delà de ce qu'il promet. Il délivre pour les Américains et il souhaite effectivement obtenir, de gré ou de force, la satisfaction sur ses droits de douane. Alors, Donald Trump qui menace même d'aller encore plus loin, d'ailleurs, dans cette lettre qu'il envoie à la Commission européenne, à Ursula von der Leyen. Si pour une quelconque raison vous décidez d'augmenter les taxes et de répliquer, alors le montant de l'augmentation que vous aurez choisi, quel qu'il soit, sera
ajouter aux 30% que nous facturons. Ça, c'est la façon de négocier de Donald Trump, hein, Bellinami. Exactement. C'est ça, et c'est de la communication, puisque c'est une menace qui a été à plusieurs reprises proférée pour l'ensemble des pays, qu'il s'agisse du Canada, du Mexique ou même de la Chine, dans le cadre des négociations que nous avons connues depuis quelques trimestres. Bellinami. Oui, ça laisse en même temps une marge d'action pour les Européens. Oui. Ça relève de sa stratégie qui consiste d'abord aussi à prendre l'initiative. Parce que d'une certaine manière, il renvoie la balle maintenant aux Européens qui vont devoir définir une stratégie face aux chiffres qu'il vient d'annoncer publiquement, officiellement. Et en même temps, c'est une manière de nous mettre la pression pour, de son point de vue, céder finalement à sa propre position. Mais en vérité, s'il demande aujourd'hui 30%, c'est qu'in fine, il est capable malgré tout de faire un petit effort si les Européens en font aussi. Oui. Donc il y a encore, je pense, pendant ces 15 jours, une marge de négociation, mais de facto, nous sommes sous pression. Et c'est en cela qu'il se met dans une position de force par rapport aux Européens. François Chollet, quelle réaction de la part des marchés financiers? Parce qu'on regarde ça aussi évidemment de très près. Est-ce qu'il pourrait y avoir un impact dès lundi matin, ou le fait que ça tombe un samedi, bon, voilà, ça aura le temps de retomber d'ici lundi? Alors c'est un facteur de stress sur les marchés financiers européens. Ça devrait mettre la pression sur les principaux indices. Et la seule chose que l'on peut dire, c'est que les opérateurs comme les investisseurs ont l'habitude désormais de ces modes de négociation. Alors c'est le deuxième mandat de M. Trump, et objectivement, on s'était déjà préparé dans le premier, on avait déjà été suffisamment secoué. Le deuxième démarre plutôt bien. Ça fait maintenant quelques mois que nous subissons régulièrement ce genre d'assaut. Tout le monde a en tête le Liberation Day qui a plongé les marchés dans un repli extrêmement puissant. Je ne pense pas que nous soyons dans le même genre de secousse, mais il est clair que la pression va exister, au moins jusqu'à ce qu'il y ait une solution trouvée dans cette négociation, tout simplement parce qu'il va falloir, dans la période estivale qui s'ouvre, encaisser pas mal de choses, ces tarifs douaniers, mais aussi la mise en application de ces tarifs douaniers, puisque c'est une période où on va avoir les publications du deuxième trimestre de l'exercice 2025 pour les entreprises américaines et européennes. Et ce deuxième trimestre est un trimestre un petit peu plus difficile que les autres, tout simplement parce qu'il intègre déjà une partie de ces droits de douane à 10% qui ont été appliqués par les États-Unis aux entreprises européennes. Alors, vous restez avec nous, François Chollet. On va écouter justement Emmanuel Macron qui était à Roquefort, c'était il y a une dizaine de jours, et il parlait évidemment de la possible réplique de l'Union européenne à ces droits de douane. Écoutez. Ce qui pèse sur nous, c'est potentiellement 25 ou davantage. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la menace, s'il n'y avait pas d'accord. Le souhait qui est le nôtre, et il y a, je crois, vraiment un très fort consensus, on l'a vécu au dernier Conseil européen, c'est que la négociation qui est menée en notre nom par la Commission européenne puisse être conclue. Et donc qu'elle soit conclue et qu'elle permette d'obtenir ce qui est le minimum aujourd'hui pour les Américains, 10%, donc 10% pour 10%. Si malheureusement le choix américain est de mettre des tarifs sur nous, que ce soit compensé par une réponse de notre part qui incitera à démanteler tout ça. Voilà, un petit focus sur ce déficit américain à 157 milliards d'euros de déficit. Bon, je l'ai dit, un déficit qui obsède Donald Trump. Depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il le dit, il ne fait que le dire. 48 milliards seulement, si je puis dire, si on ajoute les services aussi. Donc effectivement, si on enlève les services, voilà, si on met que les biens, le déficit est important, mais si on rajoute les services, là, ça se passe quand même beaucoup mieux pour Donald Trump. Oui, mais ce qui est intéressant avec Donald Trump, c'est il faut savoir pourquoi il est aussi obsédé par la question de la balance commerciale. C'est que derrière, et c'est en cela que c'est une position politique, c'est une source d'explication du chômage aux États-Unis. C'est ainsi qu'il le vend aussi à son électorat. C'est-à-dire que le déficit commercial des États-Unis par rapport, y compris à ses principaux alliés, dont les Européens, pèse sur le niveau du chômage ou de l'emploi aux États-Unis. Et c'est en ce sens qu'il est soutenu et qu'il a pu défendre cette stratégie durant les deux campagnes présidentielles. Parce que durant son premier mandat, il avait pratiquement le même discours, à peine un peu moins agressif, mais il n'empêche, le lien entre finalement la guerre commerciale et l'enjeu social, en fait, oui. Il le fait, il l'établit, et ça, c'est un vrai moteur dans la montée en puissance électorale et politique de Donald Trump, et c'est en cela qu'il est malin et qu'il a réussi à faire la démonstration de l'efficacité de ce type de discours.
Et côté européen, je trouve que c'est en cela qu'on n'est pas très, on n'a pas du tout cette dimension-là à l'esprit. Pour l'instant, on est en termes strictement diplomatiques, de négociations, et on n'ose pas encore souligner finalement les enjeux sociaux qui pointent. Général Chauvency, sur la manière de négocier de Donald Trump, on l'a vu, il n'en démord pas de ses droits de douane. Hein. C'est un mot qu'il a à la bouche depuis le début de sa campagne. Et il remet à chaque fois une pièce. Hein. Alors là, les négociations sont prêtes. Les Européens ont quasi terminé d'écrire leur proposition d'accord. Et hop, il remet une pièce dans la machine, si je puis dire. C'est sa technique de déstabiliser l'adversaire et puis d'essayer d'avoir toujours plus. En fait, on est dans le rapport de force permanent. C'est aussi un rapport de force, je dirais, dans les rapports économiques. Et ce que je disais tout à fait, Béli, il y a quelques instants, c'est vrai, il répond plutôt à un besoin électoral de son électorat plutôt que de nos problèmes à nous. En fait, est-ce que l'Europe est bien armée pour résister à un bulldozer comme Donald Trump? C'est une question qu'on pourrait poser peut-être à un économiste. Parce qu'effectivement, là, j'ai quand même l'impression que d'abord on est 27 à négocier, ce qui est très difficile. Oui. C'est vrai qu'on a délégué la responsabilité de négocier à von der Leyen, très bien. Maintenant, est-ce qu'on ne fait pas trop confiance finalement à la stabilité, même si on peut en douter, de Donald Trump dans ses avancées? Parce que finalement, de jour en jour, il change. Il change en permanence la donne. Et c'est comme en relations internationales, en termes de conflits, comme on l'a vu à plusieurs reprises, mais là, en termes économiques, il agit exactement de la même manière. Alors, est-ce qu'on a fait tout le profil psychologique de Donald Trump pour lui répondre correctement dans ses demandes? Au niveau international, et on en parle à longueur de plateau, général, il n'arrive pas toujours à ses fins, Donald Trump, avec cette méthode de négociation. Oui, mais là, dans le domaine économique, quand même, le poids lourd américain pèse. Oui. Il est infiltré partout, oserais-je dire. Est-ce qu'on peut se passer des États-Unis dans l'économie? Est-ce que l'économie européenne est suffisamment autosuffisante, capable de travailler, de fonctionner toute seule, en position de force, d'alors qu'on est déjà éclaté à 27? On n'a pas une économie européenne, on a une économie à 27, ce qui pose des problèmes, et sans doute aussi des relations avec différents États qui cherchent à privilégier les rapports avec les Américains, par exemple. Oui, mais on a un marché hyper important. Je veux dire, on n'est pas n'importe quel marché. C'est ça aussi qui est important pour les Américains. Oui, et par rapport aux autres dossiers de nature plutôt géopolitique, là, ce sont les intérêts directs des États-Unis qui sont en jeu. C'est en cela qu'il ne lâchera pas. Hein. On n'est pas sur le dossier iranien, sur le dossier israélo-palestinien ou autre. On est sur un dossier où les États-Unis, les intérêts américains sont directement engagés, premièrement, et encore une fois, avec une dimension politique, électorale et sociale extrêmement signifiante et explicite dans l'esprit de Donald Trump. Donc je pense que son volontarisme est incomparable en la matière. François Chollet, justement un mot sur cet aspect social, cet aspect électoral aussi de toute cette campagne de Donald Trump sur ses droits de douane. Il joue gros face à son électorat, face aux Américains, effectivement, c'est sa priorité. C'est ce qu'il a dit depuis sa campagne. Effectivement, comment vous l'expliquez, cette façon de négocier par rapport à ces enjeux-là? Alors, on oublie un aspect dans cette discussion qui est très important. C'est l'exécution budgétaire américaine. N'oubliez pas, les États-Unis sont dans une exécution budgétaire extrêmement déficitaire et Trump ne souhaite pas, vous l'avez vu dans sa loi qui vient d'être passée, son Beautiful Bill, il ne souhaite pas augmenter les impôts. Et donc, le droit de douane, c'est un moyen pour lui d'essayer de collecter de l'impôt d'une manière indirecte, de façon à rééquilibrer ses finances publiques, ou en tout cas à empêcher qu'elles ne faiblissent trop au point de céder. On voit bien la difficulté qu'il y a lorsque vous êtes, y compris les États-Unis, avec de tels déficits qui se cumulent année après année, qui pèsent effectivement aujourd'hui sur les taux d'intérêt. N'oublions pas que les taux d'intérêt aux États-Unis sont bien plus élevés que les taux d'intérêt européens, quasiment le double sur le monétaire, ce qui fait enrager le président Trump contre sa banque centrale. Et puis vous avez un autre effet, c'est que la faiblesse du dollar, qui était un souhait effectivement de Donald Trump, montre aussi qu'il y a un intérêt à ce que, à terme en tout cas, le budget qui a été voté et qu'il va falloir boucler soit réalisé. Et ce n'est pas possible sans les droits de douane. Et donc, en fait, le Liberation Day, pourquoi il a refroidi l'ensemble des investisseurs partout sur la planète il y a maintenant quelques semaines, c'est simplement parce que nous n'avions pas forcément tous perçu la portée budgétaire de ces droits de douane qui sont aujourd'hui une nécessité face aux ambitions de Trump sur les impôts et sur les dépenses tout simplement américaines. Merci beaucoup François Chollet pour votre éclairage. Alain César, vous voulez rajouter quelque chose qui sera d'ailleurs le mot de la fin?
Juste, je voudrais rappeler que Trump avait annoncé les droits de douane contre le Canada et après il a fait la marche arrière. Son style, rien que les annonces dans ce trousse social, il change plusieurs fois. Effectivement, je pense qu'il faut attendre, et Emmanuel Macron a raison, il y aura la pression de l'Union européenne. Et sinon, Donald Trump avait aussi insinué que certains hommes d'affaires ont gagné beaucoup d'argent à la bourse pendant ces déclarations. Effectivement. Je ne prétends pas que ça soit le but unique, mais il faut le prendre en compte.